Bonsoir, bienvenue. Marie-Laure, bonsoir. Comment allez-vous? René, bonsoir. Avec une rose ce soir. Sarah, bonsoir. Céline, bonjour. Olivier, bonsoir. Célia, bonsoir. Paola, Laurine, bonsoir. Anne, bonsoir. Nadia, Nathalie de Lille, bonsoir. Nathalie Caron, bonsoir Laurence. Michel, bonsoir. Annie, bonsoir. René dit bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Martine, bonsoir. Jean-Loup, bonsoir. Kamal, bonsoir. Ça va bien, merci. Vicky, bonsoir. Pétrilly, Lucie, bonsoir. Néléa, bonsoir. Marie-Thérèse. Sarah. Sylvie, bonsoir. Fabienne, bonsoir. Donc, ce soir, nous avons un sujet qui va être un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant. Claudette, Delphine, bonsoir. Sonia. Je n'arrivais pas à trouver le direct. Bravo, vous y êtes arrivés. Laurence, bonsoir. Étoile, Anthony, bonsoir. Donc, nous nous retrouvons un mardi de plus. Aude et Isabelle, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et un mardi de plus, donc, dans Psychanalyse pour tous. Psychanalyse pour tous, donc, un espace de diffusion de la psychanalyse. Pegmed, bonsoir, c'est Peggy. Ligne Vente, bonsoir, bonsoir. Samy, bonsoir. Saïd, bonsoir. Donc, bonsoir, Geneviève. Merci Sonia. Angélique, bonsoir. Bon, donc nous sommes dans cet espace de psychanalyse pour tous. Je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. C'est une initiative de cette école, ce type de Camille Bonsoir, ce type de direct sur Facebook pour diffuser principalement l'œuvre de Freud. Catharsis, bonsoir. Karima. Bénice, bonsoir. Abdesaki, bonsoir. Carlos, bonsoir. Donc aujourd'hui, j'ai pris comme base le texte de Freud qui s'appelle Conseil aux médecins. Laetitia, David, Mohamed, bonsoir. Donc c'est un texte de Freud de 1912. Et cette fois-ci, j'ai moi-même modifié un petit peu le texte parce que à cette époque-là, César, bonsoir. Et à cette époque, en 1912, les gens qui pratiquaient la psychanalyse, c'était principalement des médecins, bien que Freud ait précisé dans un autre texte, Elisabeth, Nadine, bonsoir, et précisé dans un autre texte que être médecin, ça ne permettait pas obligatoirement de travailler comme psychanalyste, et que ne pas être médecin, ça n'empêchait pas non plus de ne pas devenir psychanalyste. Que dans tous les cas, il s'agissait d'autre chose. D'une chose tout à fait particulière, parce que la psychanalyse, qui va donc s'occuper de notre appareil psychique, du fonctionnement de notre appareil psychique. Dora, Yvette, Nathalie, bonsoir. Donc, il va falloir, pour pouvoir réaliser ce travail, une formation tout à fait particulière. Et c'est ce que nous allons voir un petit peu ce soir. Parce que pour fabriquer un psychanalyste, on va dire que c'est l'œuvre de toute une vie, la fabrication d'un psychanalyste. On n'en finit jamais, dans le sens où un psychanalyste doit étudier pendant toute sa carrière de psychanalyste, il doit se psychanalyser pendant Claire bonsoir, Amel bonsoir,
pendant toute sa carrière, pendant tout son travail d'analyste, et ce sont des éléments qui sont, c'est un travail supplémentaire, disons, que le psychanalyste doit réaliser, et que c'est quelque chose d'absolument indispensable. Et c'est Sofiane, Sonia, est-ce que pour être psychanalyste, il faut avoir été psychanalysé? Oui, il faut avoir été psychanalysé. Donc ce que nous allons voir, c'est que Hakim, bonsoir. Donc, premièrement, on va voir que Freud nous dit que la psychanalyse, c'est une discipline, que la psychanalyse est une discipline, et c'est un fait, il dit, délicieusement communautaire. Ce qui veut dire que c'est un fait social par excellence. Et que on ne travaille jamais seul face aux patients. C'est-à-dire que, comme je disais, il faut d'abord se psychanalyser pendant un grand nombre d'années, et en plus, le psychanalyste doit mettre son travail au regard de la communauté à laquelle il appartient, de l'école où il est formé, où il continue à se former. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose de délicieusement communautaire, dans le sens où toute la communauté à laquelle il appartient va savoir, parce qu'on ne peut pas le cacher, comment il se psychanalyse, comment il étudie et comment il travaille. C'est quelque chose qui fait que les psychanalystes, on va dire que les psychanalystes peuvent se rendre compte, peuvent écouter, peuvent voir. Non, parce que dans la pratique, dans le travail psychanalytique, non seulement la position du sujet, du patient va se modifier, qu'il va y avoir une modification de la position du patient, mais qu'en plus aussi le psychanalyste doit se modifier. S'il travaille, bien sûr, Ahmed, bonsoir, Djenadi, bonsoir, Noureddine, bonsoir. Freud, c'est un malade menteux. Bon, Corinne, bonsoir. Donc c'est quelque chose où en fait c'est un travail qui va être fait, qui va modifier les deux éléments principaux qui participent à cette action, à ce travail, que tous les deux, ils vont donc devoir se modifier. Et ça, c'est quelque chose qu'on va bien évidemment voir, qui va se montrer dans la réalité. On va voir Liliane, René, délicieusement. Donc, mais que cette méthode donc de la pratique, est-ce qu'une personne peut à la fois faire une psychothérapie et une psychanalyse en parallèle ou pas? Il peut commencer comme ça, non? C'est quelque chose, ce sont deux éléments qui n'ont, on va dire, d'une certaine façon, pas rien à voir, puisque ils ne travaillent pas sur le même objet de connaissance. Donc ce sont deux choses qui sont différentes. Peut-être que c'est pour le début d'un patient, pour ensuite faire un choix ou décider pour voir de quel côté il va continuer. Donc on va voir que c'est une méthode, cette méthode de la méthode d'interprétation, la méthode d'interprétation-construction, qui est la méthode de la psychanalyse. C'est une méthode, on va dire, compliquée dans le sens où on est en relation avec les complications, on va dire, de cet appareil psychique, comme on a déjà eu l'occasion de voir dans les différents directs du mardi, où on voit que l'appareil psychique de l'être humain est très complexe. Donc il s'agit d'une structure en plus inconsciente, c'est-à-dire que des phénomènes que nous allons pouvoir voir uniquement dans la conscience, et donc que c'est quelque chose qui a sa complexité, c'est compliqué, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est pour ça qu'il va devoir, pour pouvoir réaliser son travail correctement, il va devoir être soutenu, parce que c'est un soutien, c'est-à-dire Soumaïa, bonsoir, c'est un soutien aussi de pouvoir être en analyse, de pouvoir superviser les cas, de continuer à lire Freud. Non, ce sont des éléments à Freud, Lacan, et c'est dans l'école de psychanalyse Grupo Cero, nous étudions aussi le docteur Miguel Oscar Menasa, qui est le directeur de l'école. Donc, il a écrit différents textes sur sa propre lecture, qui expose sa propre lecture des textes freudiens et lacaniens. Donc, et il nous dit d'ailleurs, Menasa, il nous dit que pour pouvoir travailler comme psychanalyste,
ben c'est donc c'est tout un travail. C'est un travail bien évidemment. Mais on va voir qu'il a des caractéristiques, ce travail, qui est aussi semblable à beaucoup d'autres types de travail. Que ce n'est pas simplement, certains traits ne sont pas exclusivement, je veux dire que dans la majorité des formations ou des professions, d'après Lacan, grâce à une hystérique, Freud a découvert la psychanalyse. Donc il a pu, Freud effectivement, il a utilisé donc les premiers patients qu'il a utilisés pour étudier l'appareil psychique, c'était des jeunes femmes hystériques. Donc pour travailler, je disais que pour travailler comme psychanalyste, ben nous allons devoir faire un travail pour arriver à ce résultat. Parce que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire et qui va se produire d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que la psychanalyse, rappelons-le, considère que la conscience est un organe perceptuel. C'est-à-dire que la psychanalyse va dire si, pour travailler comme psychanalyste, je ne dois pas croire ce que mes yeux voient, ni croire mes goûts, ni croire mes oreilles, ni même ce que j'écoute, ni même ma pensée consciente, parce que tous ces phénomènes viennent de mes organes perceptuels. Qu'est-ce qu'ils font, mes organes perceptuels? Ils déforment la réalité, c'est-à-dire qu'ils transforment une vérité en un fait sensible. Et donc ça, c'est, on va dire, le piège dans lequel nous avons tous tendance à tomber, c'est-à-dire à croire que ce que nous sentons, ce que nous sentons, ce que nous voyons, ce que nous disons, ce que l'autre a dit, ce qui s'est passé, tout ça, c'est la vérité. Et donc pour pouvoir travailler comme psychanalyste, on doit pouvoir mettre une distance à tout ça. Et vous êtes plutôt d'un courant de pensée de type freudien qu'avez-vous donc, et Claupelo, Dora était une patience, sortir des illusions, mais c'est plus que ça, René. C'est plus que sortir des illusions, dans le sens où les illusions de nos sens, effectivement, et donc renoncer à tout ça, dans le sens où, de la même façon que mes sens vont me dire que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, alors que nous savons que c'est une erreur, que la science est venue nous montrer que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Donc de la même façon, on ne peut plus, on se rend compte à partir de Copernic, qu'on ne peut plus compter sur nos sciences pour nous donner une vérité ni de nous-mêmes, ni des autres. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il conviendrait d'appréhender, on va dire, pour chacun d'entre nous, mais que c'est quelque chose qui est obligatoire pour le psychanalyste. Sinon, il va tomber dans le piège et l'énoncé n'est pas l'énonciation. D'accord? Donc, il y a toujours autre chose derrière ce que nous dit, derrière le discours. Donc, obligatoirement, je ne vais pas avoir confiance en mes organes des sens. Je vais me méfier de ma pensée consciente. Faire l'expérience de son propre inconscient et de ses effets, sa subjectivité. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable. Mais alors, on ne se fie à quel capteur sensoriel? À aucun capteur sensoriel, Peggy. D'accord? C'est-à-dire sa loi. Bonsoir. Aucun capteur sensoriel vient me dire la vérité sur ce qui m'arrive. Mais bien sûr, comme nous vivons dans une société qui vient nous dire constamment que c'est le contraire, ou plutôt que nous avons tendance à penser comme ça, donc effectivement, pour pouvoir mettre une distance sur ces phénomènes, il faut se psychanalyser. Et en plus, il faut se psychanalyser un certain nombre d'années pour pouvoir avoir une distance, pouvoir mettre une distance, parce qu'on ne va pas pour autant arrêter de sentir, ni arrêter de penser, mais on va pouvoir ne plus croire ni à ce qu'on sent, ni à ce qu'on ressent, ni à ce qu'on voit, ni à ce qu'on a pensé. Donc on va pouvoir mettre une distance, comme je disais. Donc, et c'est seulement, je fais beaucoup ça car je suis hypersensible et des fois ça me porte préjudice. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir intégrer la théorie psychanalytique, c'est Nicole Bonsoir. L'écoute du psychanalyste est elle aussi une écoute inconsciente. Et c'est ce qu'on va voir là comme maintenant. Quelle est notre référence alors? Dans notre référence, c'est donc justement la théorie psychanalytique, Peggy. Non, facile à dire, mais pas facile à faire, Sonia. Effectivement. Donc, mais c'est une condition indispensable pour pouvoir intégrer la théorie psychanalytique. Parce que sinon, je crois ce que le patient me dit, et si je crois ce que le patient me dit,
je ne suis pas ce n'est pas qu'il me ment, attention, je dois considérer que ce qu'il me dit la vérité, je dois toujours croire ce que le patient me dit, mais je sais que ce qu'il me dit, c'est pas exactement ce qu'il me dit, c'est autre chose, puisque ce qu'il me dit va toujours dépendre de comment il le dit, avec quoi il va associer ce qu'il me dit, et en référence à quoi, non? C'est-à-dire qu'il va falloir faire cet apprentissage d'écouter. Enfin, aussi à bonsoir. C'est pour ça qu'on va voir que se former comme je sais que je ne sais rien. Oui, mais ce n'est pas du gabin, Olivier, sinon que c'est plutôt, c'est pas que je ne sais que je ne sais rien, c'est que je sais autre chose. Parce que si j'étudie la psychanalyse pendant des années, c'est parce que je vais commencer à avoir d'autres références, non? Comme disait Peggy. Alors, où je vais, Nadine, bonsoir, Elisabeth, entendre ce qu'il ne dit pas. Si, mais c'est à partir, parce que le discours du patient, c'est ce qu'on va appeler le texte manifeste. Donc le texte manifeste, c'est ma matière première pour pouvoir travailler. Donc je vais pas écouter ce qu'il ne dit pas, hein, c'est pas ça, ça ne va pas être ma tendance, sinon que la tendance, l'écoute, va être soutenue par toutes ces études qui ont été faites, ces études constantes des textes de Freud et de l'analyse personnelle, la supervision constante qui vont être nécessaires pour apprendre à écouter justement ce qui va nous parler là aujourd'hui Freud. C'est-à-dire que Ménassa, donc le directeur de l'école, il dit que se former comme psychanalyste, c'est un travail qui fait beaucoup de bien à l'humanité. Mais il faut le savoir, c'est un travail pour toute la vie et où toute la vie est chaque fois remise en jeu. Un psychiatre a fait des études de médecine et une spécialisation en remboursement mutuel. Qu'avez-vous fait comme étude? Pouvez-vous faire des prescriptions? Non. Donc nous ne sommes pas dans le monde de la médecine. Non. Travailler avec le manifeste et le latent. Exactement, René, mais pas seulement. Non. Donc on va voir que ce n'est pas seulement travailler avec le manifeste et le latent, sinon que c'est travailler avec la théorie qui vient me dire, par exemple, vous vous rappelez, je crois qu'on en avait déjà parlé, quand le patient il parle, Freud il nous a dit qu'il y a toujours deux éléments, je sais plus comment il les appelle, mais deux éléments final qui toujours l'intéresser. C'est-à-dire Joseph Bonsoir. C'est toujours en relation à deux choses. Il dit ce qui le touche, ce qui est en relation, on va dire, avec ses symptômes, c'est-à-dire avec sa position psychique, et de l'autre côté, avec sa relation du transfert, avec sa relation avec le psychanalyste. Ça, ce sont les deux éléments finales, qui vont être en jeu dans le discours du patient. Donc, par exemple, quand je sais ça, j'écoute, je sais que ce sont des éléments qui font partie de mon écoute. D'accord? Donc, travail avec le transfert. Ça veut dire quoi, travailler avec le transfert? Non, on ne travaille pas avec le transfert. Le transfert, c'est comme la scène, Floriane, bonsoir. C'est la scène, non? C'est la scène sur laquelle nous allons travailler. Donc nous allons travailler sur une scène où il va y avoir d'un côté l'association libre et le transfert qui va s'établir pour que le travail soit possible. Si le transfert ne s'établit pas, il n'y a pas de possibilité de travailler. Et que le transfert n'a rien à voir en psychanalyse avec ce que le patient va dire de ce qu'il ressent sur le psychanalyste, ce qu'il ne ressent pas, ce qu'il pense du psychanalyste, tout ça, ça n'intervient pas. Ça, c'est le discours conscient. D'accord? Ce qui intervient, c'est une autre chose. Parce que quand on pense, non, par exemple, quand on parle des obsessions, on dit que l'obsession, en fait, c'est un déplacement de quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui a été réprimé, que je ne veux rien savoir de ça, et l'affect qui était collé à cette répression va se déplacer sur autre chose. Donc, il va, par exemple, le patient, non, comme il va avoir besoin de se laver les mains régulièrement, non, ou avec exagération, on va aller, hein, parce que se laver les mains régulièrement, c'est pas mal. Mais disons qu'avec exagération, avec obsession, et que surtout qu'il ne peut pas l'éviter, qu'il est obligé, et que si il fait l'effort ou de ne pas le faire, ou on le pousse à ne pas le faire, ça va produire de l'angoisse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement, hein, le déplacement psychique. C'est un transfert. Et en fait, ce qui va se passer, cette scène sur laquelle nous allons travailler, ça va être cette même scène où il va y avoir
Donc un déplacement qui va être fait sur la personne, celle ou celui qui fait qui a la fonction, parce que c'est une fonction, donc comme tous les travails. Le travail en général, c'est nous occupons une fonction. Cette fonction a des conditions et nous devons répondre à ces conditions, les conditions de chaque profession. Donc, je répète, se former comme psychanalyste, c'est un travail qui fait du bien à l'humanité, qui fait beaucoup de bien à l'humanité. Mais il faut se savoir, c'est un travail pour toute la vie. Dans le sens, alors c'est pas qu'on est obligé de le faire pendant toute sa vie, sinon que ça implique toute notre vie. Toute notre vie est impliquée dans ce travail. Non, comme on dit qu'on est médecin 24 heures sur 24, dans le sens où si je prends l'avion, il n'y a pas de médecin, le médecin qui est dans l'avion doit intervenir. Et d'une certaine façon, le psychanalyste, c'est quelque chose de similaire. Mais c'est pas exactement la même chose, puisque en fait c'est plus une position, c'est-à-dire si je suis psychanalyste, ben il y a certaines choses où je vais montrer que je suis psychanalyste 24 heures sur 24. Ma position me définit, puisque c'est pas seulement que face au patient j'arrête de croire à ce que je sens, sinon que c'est dans ma façon de vivre j'arrête de croire à ce que je sens. Donc c'est une position. Donc dans ce texte, Freud il va nous présenter certaines règles techniques et il va dire d'ailleurs que en fait il va transmettre ces règles. Ces règles, il dit que pour épargner beaucoup de dépenses inutiles dans l'activité analytique et pour préserver donc les professionnels de nombre de bévues. Donc il va nous dire, premièrement, il dit de la même façon que nous allons demander aux patients d'associer librement, puisque ça c'est le travail que va devoir apprendre à faire le patient, ou à faire, ou à apprendre à faire, parce qu'il y a des gens, Freud il dit qu'il y a des gens qui arrivent à associer librement dès le départ, puisqu'en fait, il va nous dire que c'est un travail en moins que nous devons faire. Non, donc, Darine, bonsoir, donc un travail en moins. Donc il y a des gens qui arrivent à le faire avec assez de facilité. Il y en a d'autres qui vont devoir apprendre à associer librement, puisque c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec notre manière de parler dans la réalité, dans notre quotidien, pour être en relation avec les autres. Donc, de la même façon qu'on demande aux patients d'associer librement, c'est-à-dire de ne pas s'occuper de ce que sa conscience pense, de ne pas s'occuper de ce que sa conscience pense et simplement de se laisser parler sans juger, sans réfléchir. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit que c'est un travail en moins. Non, parce que normalement, je fais attention à ce que je dis, je veux pas dire n'importe quoi, je veux paraître ceci, je veux paraître cela. Il dit tout ça, on l'élimine. Donc c'est un travail en moins, et donc toute l'énergie que je n'utilise pas pour me contrôler, je vais l'utiliser pour me rendre compte de ce qui me passe par la tête et transmettre donc ça. Je suis nouvelle dans les lives, vous parlez de quoi? Noémie et Geneviève. Ici nous parlons de conseils aux psychanalystes. C'est et de ne pas se censurer. Et de ne pas se censurer. Geneviève, effectivement. Mais ça c'est dur, on se prend la tête tout le temps. Ça dépend. Hein, ce n'est pas ce que je disais, ce n'est pas obligatoirement difficile. Après, il va falloir apprendre. Et donc, et il va nous dire, il va dire, l'analysant doit communiquer tout ce qu'il attrape au vol dans son auto-observation. Donc, il ne va pas auto-observer comment j'aime encore, il va auto-observer ce qui lui passe par la tête, en réfrénant toutes les objections logiques et affectives. J'ai commencé il y a 3 ans et demi et c'est mon psychanalyste qui m'a dit que je devais en devenir. En devenir. Les rêves me passionnent. En devenir quoi? Alors, doit communiquer tout ce qu'il attrape au vol dans son auto-observation en réfrénant toutes les objections logiques et affectives qui veulent l'inciter à faire une sélection. Donc, il va devoir apprendre à dire non, non, ça, c'est une façon de parler, on va dire, c'est une façon de parler différente. Donc, de la même façon qu'on va demander de réaliser au patient ce travail, l'écoute du psychanalyste va être en relation avec ça. Parce que l'écoute du psychanalyste ne peut pas être consciente. Lui aussi va devoir se positionner dans une écoute de l'inconscient. De la même façon, il doit se laisser écouter. Non ? Il doit se laisser écouter, c'est ce qu'on va appeler l'attention flottante, la mémoire flottante, l'écoute flottante.
C'est-à-dire que, et il va très bien nous expliquer, il va dire, je ne dois, premièrement, rien chercher d'a priori. Je ne dois pas attendre en disant, cette patiente, la fois dernière, m'avait parlé de ci, donc maintenant je vais attendre pour voir si elle en reparle. Pas question. Ni attendre qu'elle fasse référence à telle chose-là. Je n'attends rien de spécial. J'apprends à écouter. J'écoute. Et il va nous dire que dans le discours du patient, je ne dois pas écouter, penser qu'il y a quelque chose de plus important qu'autre chose, que je dois mettre tout le discours du patient au même niveau, au même niveau, c'est-à-dire que tout en pensant que s'il associe librement, d'accord, si l'association a des difficultés ou s'il a des difficultés pour associer librement, là nous sommes dans un autre terrain. Non, il va falloir que le patient petit à petit apprenne à associer librement. Mais s'il est en association libre, non, le psychanalyste doit être dans cette attention flottante, c'est-à-dire cette écoute, se laisser écouter, exactement, se laisser écouter. Non. Et il va dire, donc il n'y a pas un mot plus important qu'un autre, il ne peut pas être intéressé plus à un sujet qu'à un autre, donc peu importe de quoi, parce qu'en plus c'est pas le contenu exactement de ce dont il va parler, sinon c'est comment il va parler. C'est comment il va parler. Donc on écoute tout de la même manière. C'est-à-dire que le psychanalyste aussi va devoir mettre de côté sa conscience pour avoir une écoute inconsciente. Et son écoute inconsciente, qu'est-ce qu'elle écoute? Elle écoute à partir de sa formation, elle écoute à partir de sa propre analyse, elle écoute comment reconnaître un bon psychanalyste. Sonia. Mais je crois qu'en général, les gens, ils s'en rendent compte. Hein. On se rend compte du bon psychanalyste. On le voit. Alors, notre conscience, non, mais on le voit. Et chacun va choisir son psychanalyste, donc selon un petit peu ce qu'il... Non, c'est quelque chose qui est en relation, on va dire, avec l'inconscient. Donc, on va choisir de la même façon qu'on va choisir un amoureux ou une amoureuse pour des raisons inconscientes, on va choisir son psychanalyste pour des raisons inconscientes. D'ailleurs, certains vont choisir par exemple un mauvais psychanalyste pour ne pas s'analyser. Donc, vous voyez, que voulez-vous dire par comment il parle? Oui, par exemple, aurais-tu un livre de Freud à me conseiller pour évoluer? Tous les livres de Freud, tous les textes de Freud. Des fois, j'y pense et j'ai envie de franchir le cap car j'ai beaucoup de choses à faire ressortir de mon inconscient. Il faut lever les blocages. Il faut apprendre à parler. Donc, c'est le transfert. Non, un psychanalyste, reconnaître un bon psychanalyste, c'est un psychanalyste qui est en analyse, qui est en supervision, qui écrit et publie des livres, qui montre, parce que ces livres, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent comment il a appris, comment il a appréhendé les concepts. Parce que quand on parle d'écoute inconsciente, on parle quand on parle d'écoute inconsciente, on parle de sa formation. Parce que comment il écoute? C'est pas qu'il se laisse endormir et puis il écoute avec sa formation. Donc c'est pour ça qu'il a tous ces instruments qu'il travaille pendant toute la semaine, puisque c'est un travail régulier pendant toute la semaine, c'est ce qui va lui permettre d'écouter ensuite, d'écouter avec quoi? Avec les instruments de la psychanalyse. Peut-on associer librement pendant toute la durée de la séance? Pas obligatoirement, Camille. Mais ça dépend des séances, non? Mais effectivement, des fois, on peut commencer en racontant et puis tout d'un coup, poum, on commence à associer. Donc, il y a comme une sorte d'introduction, non? Qu'on va faire une sorte d'introduction, et puis tout d'un coup, on se lance. Ou d'autres qui vont arriver, qui vont le faire directement. Ou d'autres qui vont pas le faire, ou qui vont le faire de temps en temps. Attendez, ici, il y avait un commentaire de Geneviève. Un psychanalyste doit être en supervision pendant toute sa vie professionnelle de psychanalyste. Oui. Donc, et donc lui, il va dire d'ailleurs que cette technique est tout à fait simple et consiste simplement à ne vouloir porter son attention sur rien de particulier et accorder à tout ce qu'il est donné d'entendre la même attention flottante. Donc c'est pour ça qu'on voit c'est pour qu'il y ait attention flottante, c'est-à-dire que parce que l'inconscient, ce n'est pas que l'inconscient il est formé, sinon que c'est l'inconscient qui a le savoir. Le véritable savoir, il est dans l'inconscient. Hein. Il n'y a pas mal à l'aise dans la société. Il n'y a pas mal à l'aise dans la société, ça se sent.
Donc, ça veut dire il y a le savoir inconscient et c'est avec le savoir inconscient qu'il va écouter. D'accord? Donc, et il dit qu'en plus, quand on écoute avec cette attention flottante, on s'épargne de cette façon un effort de l'attention, que l'on ne pourrait d'ailleurs pas maintenir quotidiennement des heures durant. Non, parce que je vais pas, si je prête attention de façon consciente, ben après je termine la journée, je suis épuisé. Si le psychanalyste développe cette attention flottante, qu'est-ce qui va attirer son attention? Comment peut-il faire une interprétation? Lapsus, association étrangère. Exactement, Anne. D'accord? Donc on peut interpréter, par exemple, s'il y a la production d'un lapsus. Non? D'accord? On va dire, donc il y a, par exemple, on va voir que ce qu'on va apprendre à écouter, en fait, c'est ce qu'on appelle les formations de l'inconscient. Les formations de l'inconscient, c'est quand le patient il commence à répéter une phrase. Poum, poum, poum. Donc là, ça fait cling, cling, la phrase, elle se répète. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, c'est pour ça que c'est comment il parle, non? Le savoir inconscient est la vérité du sujet. Non, Marie-Thérèse, c'est pas aussi simple. Le savoir inconscient, on va dire, c'est notre savoir à chacun. Non, évidemment, je partage ces choses au sein de la communauté car j'ai mis du temps. Et le savoir inconscient, c'est le savoir inconscient du psychanalyste. Nous avons tous un savoir inconscient. Mais quand je parle du savoir inconscient du psychanalyste, c'est ce savoir inconscient qui est donc avec tout ce travail qu'il fait constamment. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de connaître la psychanalyse. Il ne s'agit pas de bien connaître comme certains philosophes qui ont lu Freud et qui connaissent super bien Freud. Mais c'est une connaissance. Il n'y a pas eu une appropriation, ils ne se sont pas transformés avec cette lecture. Peut-il être aussi question? Peut-il être aussi la répétition d'un mot? Exactement. Par exemple. D'accord? Donc après, il faut apprendre, il faut étudier pour savoir, non? Et il faut étudier. Donc c'est pour ça que c'est plus une gymnastique, on va dire, que la formation d'un psychanalyste, dans le sens où on doit tout le temps se retrouver, qui ne s'attache à rien en particulier. J'ai l'impression, pas de façon consciente du moins. Donc flottante, non intellectuelle mais inconsciente. Exactement, Peggy. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a pas on va pas intellectualiser le discours, ni essayer de raisonner, ni essayer de comprendre. On va pas chercher à comprendre. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important. On va pas chercher à comprendre le patient. On va l'écouter de façon psychanalytique. Donc, avec les instruments de la psychanalyse. Euh, donc, et en plus, il faut savoir que des fois, on écoute des choses, et puis, donc pareil, on n'a pas compris. Peu importe. D'accord? L'écoute a été faite et après, il va y avoir par après-coup, dans la séance suivante ou dans 3 ou 4 séances plus tard, tout d'un coup, il va y avoir un élément qui va donner, on va dire, qui va permettre l'interprétation. Pour moi, c'est une vocation. On ne peut pas s'improviser psychanalyste, mais il est indispensable de se saisir des outils. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire une vocation? Qu'est-ce que vous entendez par vocation? Non? Être passionné, peut-être. Mais ça ne veut pas dire vocation. Non, ça veut dire aimer sa profession, ça veut dire être passionné. Et être passionné, ça veut dire beaucoup étudier, beaucoup travailler, non? Et remplir, on va dire, les conditions qu'on demande aux professionnels. Non? Parce que vocation, on dirait que, oh, c'est tombé du ciel. Poum, j'ai la vocation. Non. C'est toujours avec du travail, et du travail régulier et constant. Non? Donc, on dit par exemple, je dois écouter l'autre, mais pas m'écouter dans l'autre. C'est-à-dire que le psychanalyste doit apprendre à renoncer à ça. D'accord? Il doit renoncer à se reconnaître dans l'autre. Parce que comme nous sommes tous des êtres humains, ce n'est pas que l'autre, il me présente quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, se fait sur la base de la théorie psychanalytique. Est-ce qu'associer librement peut ne rien vouloir dire? Normalement, quid de l'avenir de la psychanalyse versus les neurosciences. Donc on va dire, ça ne veut rien dire. Effectivement, peut-être Lucie que ça ne veut rien dire. On ne sait pas psychanalytiquement, on le devient. On ne naît pas. Exactement, on ne naît pas. Non, on ne peut se psychanalyser un patient on s'intéresse, souffrir, donc passionné bien sûr. Je suis père aidant, on m'appelle un malade. Un malade extraordinaire. Donc, on est psychanalyste quand rien de ce que raconte le patient me rappelle mon passé.
je deviens psychanalyste, on est psychanalyste, non? Je suis psychanalyste quand rien de ce que raconte le patient me rappelle mon passé, me rappelle ma propre histoire. Alors vous voyez, c'est pour ça qu'il faut énormément de psychanalyse personnelle, énormément de travail personnel pour que le discours de l'autre soit le discours de l'autre. Je ne vais pas le comparer, non, ce n'est pas une relation d'amis, ah bah oui, ah toi il t'est arrivé ça, bah moi l'autre jour, non, mon expérience c'est mon expérience, non. Donc, et l'expérience de l'autre, c'est l'expérience de l'autre. D'accord? Donc si je me vois dans le discours de l'autre, je ne suis pas psychanalyste. D'accord? Donc Salma dit que le contre-transfert est inévitable. Donc il faudrait voir, non? On a dit qu'il y a des textes qui disent que le contre-transfert n'existe pas. Et en plus, on va dire empathie, non, il n'y a pas d'empathie dans la psychanalyse. Il n'y a absolument pas d'empathie. Non, j'écoute le patient avec les instruments psychanalytiques. Je ne fais pas de l'empathie. L'empathie, c'est ce dont ont besoin les infirmières dans un hôpital, par exemple. Et encore, je ne sais pas. Mais, parce que je ne sais pas si elles travaillent mieux quand elles souffrent pour le patient. Non, que dans tous les sens, il est préférable de utiliser les instruments de sa profession, d'avoir l'humanité nécessaire, se rendre compte que ce que j'ai devant moi, c'est un patient qui souffre, de ce que j'ai devant moi, c'est un patient qui veut se transformer, puisqu'il est en psychanalyse, donc il veut se transformer, même s'il résiste au travail analytique, parce que c'est inévitable. Donc ça, il ne n'existe pas pour qui? Salma, le contre-transfert. Pour l'école de psychanalyse et poésie Glupocelo, le contre-transfert n'existe pas. Le contre-transfert n'existe pas. Ce qui existe, c'est la supervision. Alors, ce qui est très intéressant dans la supervision, c'est que en fait, le psychanalyste, il va présenter un cas au superviseur, il va présenter un cas, et en fait, il va être interprété par le psychanalyste, par son superviseur, il va être interprété, mais on va interpréter. Si moi je vais en supervision, mon superviseur va interpréter ma psychanalyste. Moi comme psychanalyste. D'accord? C'est-à-dire qu'on interprète le psychanalyste parce que si on parle du contre-transfert qu'il m'arrive, que je sens quelque chose de spécial avec un patient et tout ça, je fais plus de la psychanalyse. Alors là, je dois demander 2 ou 3 séances de plus par semaine. Parce que je n'ai rien à sentir avec le patient. Non? Je n'ai rien à sentir parce que sinon, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne suis plus un je suis un aide malade. Mais selon vous, l'analyse est-elle finie ou infinie? Pour le psychanalyste, elle est infinie. D'accord? Pour le psychanalyste, elle est infinie. Après, pour chaque personne, on va dire qu'il donc le contre-transfert ou transfert agressif. Donc il y a le transfert, c'est toujours le transfert. Après, on parle de transfert négatif dans le sens où il y a des moments où dans le travail de l'analyse, ça sert à ça la supervision alors, à interpréter le professionnel. On va interpréter le professionnel. Et justement, on va l'interpréter pas sur ce qu'il sent, parce qu'il sent rien, sur que justement son inconscient, sa position inconsciente face à tel patient ou tel autre, ou face à telle phrase ou telle autre. Mais lui, il n'a rien vu. S'il a vu quelque chose, c'est que, je vous dis, il a besoin d'une séance de plus. Non? Parce qu'on a besoin de beaucoup de séances de psychanalyse par semaine, c'est-à-dire qu'un psychanalyste à l'école de poésie et psychanalyse Glupocelo, il a 4 ou 5 séances de psychanalyse par semaine. D'accord? Justement, pour tout le temps, pour ne pas tomber dans le piège, nous devons penser que la conscience, elle vient toujours, bon, ça c'est de vie, la conscience, à quel moment peut-on confirmer que le traitement du sujet est complètement fini? Jamais. Non, si Freud il va expliquer, non, les deux situations, autant pour la fille ou pour la femme que pour l'homme, non, et il va parler de deux situations. Je me doutais bien que l'analyse est infinie. Merci de votre confirmation. Donc on va dire que que la conscience c'est un piège, la raison c'est un piège pour le psychanalyste, dans le sens où elle va toujours vouloir s'imposer. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de travail pour tout le temps dire non, je te crois pas. Non, c'est une exagération, mais pour pouvoir toujours être en position de psychanalyste. Parce que sinon, on tombe dans le piège comme le commun des mortels. Ce n'est pas que tout d'un coup, ça y est, on s'est libéré des sensations. Non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on doit continuer constamment pour, non, toujours
être sur le terrain de la psychanalyse. Mais c'est très coûteux et non remboursable, j'imagine. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup. Il faut travailler beaucoup, c'est un investissement, mais pour un travail, et pour un travail où, je veux dire que les psychanalystes, n'y a-t-il pas un au-delà du complexe d'Oedipe vers lequel aller grâce à la psychanalyse? Non, il n'y a pas d'au-delà, Geneviève, du complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, on a une position face au complexe d'Oedipe. D'accord? Donc il n'y a pas un au-delà où ça y est, c'est fini, j'en ai fini avec ma maman et avec mon papa. Non, jamais. Et en plus, dès qu'on arrête sa psychanalyse, ben, on ne sait pas où ça va aller, parce que le problème, le travail que l'on fait en psychanalyse, c'est qu'on s'occupe tout le temps de son désir. Donc le désir est constamment interprété. Donc ce désir qui est constamment interprété ben, permet donc une modification du psychanalyste, bien évidemment, puisqu'il est en analyse lui aussi, non, et de ne pas tomber dans les pièges, ne pas tomber dans le piège. Parce qu'en fait, pour un psychanalyste, la conscience et la raison sont des pièges. Donc, il va nous parler de... il dit donc, le premier, la psychanalyse ne se limite pas qu'à Freud. Non, donc il y a Lacan. D'accord, on va étudier Lacan et on va étudier Ménassa. Donc, il y a, on va dire, le premier qui doit être un sujet psychique, bah, c'est le psychanalyste. Le premier est obligatoirement, si le psychanalyste n'est pas un sujet psychique, d'accord? Donc il n'y a pas de psychisme, il n'y a pas d'inconscient, il n'y a pas de la possibilité d'avoir une écoute inconsciente, il n'y a pas la possibilité d'avoir l'association libre. Parce qu'on va produire cette association libre si on est écouté correctement. Si on est écouté par quelqu'un qui écoute l'association libre, parce que sinon, comment on va faire? Et donc en fait, Freud il va dire qu'il s'agit comme s'il s'agissait de deux émetteurs. Le psychanalyste, il doit tourner vers l'inconscient émetteur du patient, son propre inconscient, en tant qu'organe récepteur. Non, c'est-à-dire se régler sur l'analysant comme le récepteur du téléphone est réglé sur la platine. Il dit non pour nous donner une image un petit peu. Donc c'est pas exactement ça qui se passe, mais pour donner une image. J'ai du mal à comprendre comment se déroulent les séances lors d'une psychanalyse. Le psychanalyste guide le patient et lui fait part de ce qu'il révèle de l'écoute flottante. Non, non, c'est pas tout à fait ça, Sarah. Donc il ne guide pas, il écoute. Un sujet psychique n'est pas un sujet de pulsion. Non, la pulsion, c'est autre chose. Non, ça va être une énergie de l'appareil. Et donc pour pouvoir, donc là il le dit, si le psychanalyste doit être en mesure de se servir ainsi de son inconscient comme instrument dans l'analyse, il faut qu'il remplisse lui-même dans une large mesure toutes les conditions requises pour pouvoir se servir ainsi de son inconscient. Non. Et donc, parce qu'en fait, si on ne fait pas ce travail-là, le mode du projet qu'emprunte le patient est-il une avancée dans son histoire analytique? Le mode du projet qu'emprunte le patient est-il, je comprends pas. Parce que, en fait, on va voir que si ce travail-là ne s'est pas fait, c'est-à-dire que si le psychanalyste ne s'est pas analysé pendant des années et ne continue pas à être en analyse, c'est que lui, en fait, il a les mêmes points noirs et lui aussi, il est névrosé. Non? Il y a 4 stades de développement psychomoteur et sexuel de l'enfant. Oui. La psychanalyse n'est-elle pas destinée à une élite? Non, elle n'est pas destinée à une élite. C'est-à-dire qu'on voit que, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment des gens qui ne vont pas avoir accès à la psychanalyse, non, mais comme il y a plein de gens qui n'ont pas accès à certaines choses, je veux dire mais que ce n'est pas réservé à une élite. Donc, ce qu'il dit, c'est que d'un travail d'une vie, donc on travaille à en faire notre chemin, apprendre à se connaître vraiment. J'aimerais savoir quelle place ont les rêves pour vous dans la psychanalyse. Donc, ça fait partie du discours manifeste, non? De la même façon que le patient va venir nous parler, par exemple, nous décrire ses symptômes, il va nous raconter ses rêves, non? Ou il va nous raconter un oubli qu'il a eu pendant la semaine. Donc, tout ceci est un phénomène, le rêve c'est un phénomène de l'inconscient. Non, c'est un phénomène de l'inconscient, mais dans la conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas l'inconscient. C'est un phénomène, c'est-à-dire que c'est comme s'il était signé, non, par l'inconscient, mais ce n'est pas l'inconscient. L'inconscient, on va pouvoir l'avoir uniquement grâce à l'interprétation.
hein. Donc, on disait que si on ne fait pas tout ce travail, bah, le psychanalyste aussi, lui, il a ses névroses, donc il y a des choses qu'il va pas pouvoir écouter, qu'il ne va pas pouvoir se rendre compte, parce que c'est un petit peu comme ce point noir, la durée variable des séances peut-elle faire office d'interprétation? Bah, on va dire, Marie-Thérèse, c'est pas exactement la durée variable des séances, sinon que quand on a réussi à interpréter le patient, normalement la séance doit se terminer, hein. C'est-à-dire qu'on interprète et on dit on continue la fois prochaine. Pourquoi? Pour ne pas diluer l'interprétation, parce que sinon on va diluer, le patient va continuer à parler, on va diluer. D'accord? Mais bon, ça, il faut que le patient le tolère. Je voulais dire que lorsque le stade du projet est atteint, peut-on dire que le patient en a fini avec son passé? Donc, qu'il en a fini avec son passé, c'est le contenu latent du rêve, hein, que le passé qui est dans le présent. Non, on va dire le passé qui est dans le présent du sujet. Donc il n'a rien à faire avec là, à faire là, mais pourtant de temps en temps il se pointe, non? Et que le passé il arrive. D'ailleurs Freud il fait dans les premiers textes sur l'hystérie, il fait la différence entre ce que c'est qu'un souvenir et ce que c'est qu'une réminiscence, non? Et en fait il dit que un souvenir c'est un souvenir et que la réminiscence elle est associée, non? Elle est pleine d'affect, elle est remplie d'affect la réminiscence. Donc c'est quelque chose, on va dire qu'il n'a rien à faire là, non? Donc je disais que quand on ne fait pas ce travail d'analyse personnelle, c'est un petit peu comme quand on conduit dans la voiture où il y a un point noir et qu'il y a un point si je me retourne ou si je... Non, c'est quand je regarde par un rétroviseur et par l'autre, il y a quelque chose que je ne vais pas voir, qui est impossible de voir même si j'ai les deux rétroviseurs, c'est ce point noir. C'est-à-dire que nous devons, la durée de la séance n'est pas toujours la même. Pas obligatoirement, ça dépend. Son passé problématique, j'entends. Mais pourquoi le passé problématique? C'est quoi le passé problématique? C'est pas le passé problématique. Le problème, c'est que le passé est dans le présent et qu'il n'a rien à faire dans le présent parce qu'il prend de la place. Il n'a rien à faire là. Le passé, c'est fini. Donc si le passé est dans le présent, c'est qu'il y a un problème. C'est ça le problème. Non, c'est pas le passé en lui-même, c'est pas ce qui est arrivé. C'est que le sujet, il ramène son passé dans le présent. Mais qu'est-ce que ça fait là? Donc, ensuite, il va donner d'autres informations qui sont très intéressantes, où il va dire que le passé est la lumière sur le présent et le futur. Bon, ça c'est une théorie avant Freud, d'accord? C'est-à-dire que ça c'est avant Freud. Freud va nous dire que nous obtenons les meilleurs résultats quand nous ne poursuivons aucune fin spécifique. C'est-à-dire que nous ne cherchons rien. Nous ne voulons rien de spécifique. Nous n'écoutons rien, nous n'écoutons pas avec un objectif spécifique. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant parce qu'il va dire que vouloir guérir, vouloir à tout prix guérir, ou vouloir guérir simplement, non, c'est un élément que le professionnel, s'il le met dans le patient, peut-il travailler avec un psychanalyste sans ne rien connaître de l'analyse? Bien évidemment. Je trouve aussi qu'on a besoin du passé pour vivre le présent, penser le futur. Quand on le laisse, le moi se reposer. Bon. Non, le passé, il est en nous. On n'a pas besoin du passé. Le passé, il est là. On n'a plus besoin de s'en souvenir. Ça y est, il fait partie de nous. Hein, c'est un élément, ça y est, il est là. Donc, on en a pas besoin. Et on va voir, donc, vouloir à tout prix guérir le patient, vouloir l'aider, vouloir l'éduquer, tout ça, ce sont des vouloirs qui sont en trop. Et en plus, qui ne servent à rien. Que réellement, le travail du psychanalyste, c'est interpréter. Et quand le sujet refuse de parler, refuse de laisser son inconscient s'exprimer, comment procéder? Donc ce n'est pas l'inconscient qui s'exprime quand on parle. Quand on parle, c'est toujours ou conscient ou préconscient. Winnicottien, je connais pas, mais je crois pas que ce soit un psychanalyste. D'accord? Et que la position du psychanalyste, c'est sa position à l'intérieur d'une école et d'une formation. C'est pas un psychanalyste parce que moi je lis tel livre ou que je lis tel autre. Non, c'est dans une communauté. Un psychanalyste tout seul, ça n'existe pas. C'est pas un psychanalyste. D'accord? On travaille et on se forme dans une communauté. Winnicott, mais il était psychanalyste? Bon, j'en sais rien, je connais pas.
Mais si le sujet souhaite connaître les interprétations, le psychanalyste, les interprétations, bien sûr qu'il va y avoir des interprétations, Sarah. D'accord? Il va y avoir des interprétations, donc quelque chose qui va, non? Et l'interprétation, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient du sujet. Mais bon, ça c'est un autre sujet un petit peu plus complexe. Donc on va dire que l'aide que va fournir le psychanalyste, c'est son écoute. C'est ça qui va aider le patient. C'est le type d'écoute qu'il a. D'accord? Ça c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et ça c'est seulement, on va dire que les gens qui sont en analyse qui se rendent compte qu'il y a quelque chose de complètement différent, qui ne parle pas de la même façon, qu'il y a autre chose qui se passe là. Et qu'il y a la production de quelque chose, non? La théorie de l'attachement. Donc vous voyez des choses qui n'ont rien à voir avec Freud. Hein. Donc, donc anglo-saxon. Donc la théorie de l'attachement, c'est pas une théorie, non? Ou c'est quoi? Enfin, c'est pas une théorie psychanalytique. Tout le temps, ce n'est pas une interprétation. D'accord? Il ne s'agit pas d'interpréter. On interprète uniquement quand il y a les éléments nécessaires, quand les éléments sont là pour l'interprétation. Et en plus, si le patient associe librement, non? S'il y a une association libre du patient, ben c'est lui qui s'interprète lui-même, sans s'en rendre compte, c'est-à-dire de façon inconsciente. Et il s'interprète lui-même. Donc, laissons-le parler. Non, c'est pour ça que c'est quelque chose de délicat à savoir quand est-ce qu'il faut intervenir, quand est-ce qu'il ne faut pas intervenir, ou quand il convient, non? Donc, on va voir une autre chose. Et donc, il va nous dire qu'en fait, le travail du psychanalyste, d'une certaine façon, c'est comme, on peut prendre comme modèle, il dit, la conduite d'un chirurgien. C'est-à-dire que la conduite d'un chirurgien dans le sens où lui, il va s'occuper, interpréter les gestes d'un tel, le regard d'un tel, les mots d'un tel, etc. Donc, on va interpréter uniquement dans une séance psychanalytique. Interpréter hors d'une séance psychanalytique, c'est une agression. D'accord? Donc, c'est une agression, donc on n'interprète pas. On fait une lecture, bien évidemment, il y a une lecture, mais on interprète. Angle mort pour la voiture, merci, pas le point noir. Ok. Merci Isabelle. Comment un psychanalyste forme en dehors de la psychanalyse et des textes psychanalytiques? Donc, un psychanalyste se forme dans une école, dans une formation, non, dans une école où il va rentrer, on va dire, dans une chaîne de formation, où il va y avoir des psychanalystes qui vont être plus grands que lui et des psychanalystes plus jeunes que lui, c'est-à-dire récemment, non, qui viennent de s'introduire dans la théorie. D'accord? La spiritualisée est-elle analysable? Bien sûr. Le psychanalyste donne des clés. Ah oui, donne des clés. Alors, c'est une sublimation. Alors, donc il va dire qu'en fait, c'est un petit peu comme le chirurgien, dans le sens où il ne va pas, le chirurgien doit mettre de côté tous ses affects pour pouvoir travailler. Non, il n'y a pas de, il doit même sa compassion humaine. Donc, et il va simplement s'occuper d'une seule chose, c'est d'utiliser donc les instruments de la chirurgie. Est-ce normal d'être dans l'attente d'être orienté par son psy lors de leur séance? Faut parler, faut parler, faut parler. La psychanalyse, c'est chirurgical, d'une extrême précision. Effectivement, Martine. Donc, d'une extrême précision. Et en plus, quand il y a une interprétation, non, et c'est extrêmement précis. Mais c'est pas dans ce sens-là que Freud y fait l'association avec le chirurgien, sinon dans le fait de ne pas se laisser entraîner, c'est-à-dire qu'il ne pense pas à la personne qu'il est en train d'opérer. Il pense, quand vous parlez de formation, vous parlez d'un collège clinique, bien évidemment, d'un collège clinique psychanalytique. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a en France. En France, il doit y avoir tout type de formation. Donc ici, à Madrid, nous avons une école de psychanalyse, non? Une école de psychanalyse qui forme, et c'est une école donc, qui est bien évidemment indépendante et qui est soutenue grâce donc aux psychanalystes, les psychanalystes qui travaillent, donc des psychanalystes qui ont été formés dans cette école et qui travaillent pour que d'autres jeunes, non, parlent, mais si le patient bloque pour parler, il faut tolérer. Il faut tolérer, il faut attendre, Isabelle, il faut attendre. Ne rien lui demander, il faut attendre, non? Le silence, bien entendu qu'il y aura des psychanalystes plus anciens et moins anciens. Ma question concerne ce qui est extérieur à la psychanalyse. Qu'est-ce que ça veut dire, extérieur à la psychanalyse? Un psychanalyste, dans l'école de psychanalyse
où il y a la poésie, si vous voulez savoir, hein, et que dans l'école de psychanalyse Grupo Zero, on dit que c'est ce qui écoute, c'est la poésie, et ce qui interprète, c'est la psychanalyse. Bon, je dois vous laisser. On continue mardi prochain. C'était un sujet très intéressant et nous n'avons pas terminé. D'accord? Il faut être sur la même longueur d'onde avec notre thérapeute, sinon c'est dans le mur. C'est un humain aussi. C'est quoi la longueur d'onde? Formation à distance possible. Oui, Peggy, bien sûr. La psychanalyse se fonde-t-elle sur la suspension? La suspension, ça, je sais pas ce que c'est. La séance se fait sur un divan ou se fait en ligne. D'accord? Les séances se font, il s'agit de parler. Donc on utilise le téléphone, le silence est un langage. Le silence dit quelque chose, bien évidemment. Effectivement, René. Donc, bonne continuation à tous. Merci beaucoup. On continue mardi prochain avec un nouveau sujet. Nous verrons de quoi il s'agit. Allez, bonne continuation et à la prochaine fois. Au revoir, bonne semaine à tous et merci de partager sur vos réseaux. Au revoir. Ciao, ciao.